Alors j'ai décidé de commencer une chaîne YouTube. Je filmerai Padmé et je lirai des extraits. Ça sert à rien de regarder, il y a juste Padmé qui écoute ce que je lis, mais c'est le son qui compte. Le texte d'aujourd'hui s'appelle Les animaux guides chez les Ojibwe. Il est d'Éric Navet. Éric Navet, oui, alors vous allez vous marrer, mais il est professeur d'ethnologie à l'université de Strasbourg. Et c'est un texte sur le Thanksgiving des Premières Nations. La façon dont les Premières Nations remerciaient les animaux de les nourrir. Chez les Amérindiens Ojibwe, les animaux ont toujours été une précieuse source d'inspiration pour ordonner leur vie quotidienne et spirituelle. Et donc, les animaux demeurent, même aujourd'hui, des individus importants qu'il convient de respecter et d'écouter. Donc ça, c'est l'intro. Et le texte, je sais pas, ça va durer un petit quart d'heure. Alors, la philosophie générale des Ojibwe présente les êtres humains comme plutôt handicapés. Et s'il existe une discontinuité entre eux et le reste de la création, elle ne se traduit nullement par une supériorité ou, comme dans les religions monothéistes, par un quelconque devoir de domination ou simplement de gérance du monde. Le monde créé n'est pas à la disposition des êtres humains et l'animal n'est pas là pour les servir. Il doit au contraire être une source d'inspiration pour vivre aussi bien que possible en ce monde. Les Ojibwe constituent, après les Navajos, après les Navaros, ouais, on va croire que je me la pète, la seconde plus importante ethnie amérindienne d'Amérique du Nord. Ils occupent un vaste espace civilisationnel, comprenant les États américains, États-Unis, qui bordent les Grands Lacs, Minnesota, Wisconsin, Michigan, où ils sont plus couramment appelés Chippewa. En fait, les Chippewa, alors je vais faire des parenthèses vu que c'est une chaîne YouTube. Les Chippewa, c'est le nom des Indiens du camp horrible dans la famille Adams, camp Chippewa. Et quand Leonardo DiCaprio essaie de pécho Kate Winslet dans Titanic, il lui dit qu'il vivait près des Chippewa Falls, un truc comme ça. Bon, bref, c'est ces peuples-là dont on parle. Et donc, ils sont aussi au Canada, dans la province de l'Ontario, depuis les Grands Lacs jusqu'à la baie James, et une partie du Manitoba, où ils sont connus sous le nom de Saulteaux. Peuple des forêts boréales et tempérées, ils étaient autrefois essentiellement chasseurs, pêcheurs et collecteurs. Ils constituent aujourd'hui encore des sociétés basées sur des principes de lien, de relation et d'échange entre toutes les parties qui composent le monde rêvé puis créé par Kitche Manitou, le grand esprit. En fait, Manitou, c'est un mot de... Grand Manitou, c'est un mot de Chippewa, quoi. C'est ouf. La tradition Ojibwe fait état d'un temps où toutes les créatures vivaient en harmonie les unes avec les autres. La première année, alors là c'est une citation, la première année, les êtres animaux, alors ça c'est magnifique, les êtres animaux. Le problème avec l'expression les êtres humains, c'est qu'on dit les êtres humains mais jamais les êtres animaux. Et bien après tout, si on dit les êtres animaux, on peut dire les êtres humains. Donc, sinon on dit les humains, moi je dis les humains. La première année, les êtres animaux nourrirent et assistèrent les enfants. Pour tous leurs besoins, ceux-ci dépendaient des soins et de la bienveillance des animaux. Les ours, les loups, les renards, le cerf et le castor leur apportaient à boire et à manger. Les écureuils, les belettes, les ratons laveurs et les chats sauvages offraient des jouets et des jeux. Les merles, les moineaux, les mésanges et les plongeons c'est des sortes de cormorans, chantaient et dansaient dans les airs. Les papillons, les abeilles et les libellules faisaient sourire les enfants. Tous les êtres animaux se rendaient utiles de quelque façon, tous excepté l'humble chien. Mais le premier hiver des Ojibwe fut une rude épreuve. La nourriture était rare, les vents violents. Les enfants tombèrent malades et dépérissaient jour après jour. Ils ne paraissaient pas pouvoir survivre à l'hiver. Les animaux craignirent que les bébés qu'ils avaient appris à aimer ne périssent. L'ours, effrayé devant cette perspective, offrit sa chair pour que les enfants vivent, soit exactement l'inverse d'une certaine scène dans la guérilla des animaux. Et les enfants survécurent. L'ours avait montré l'exemple. Désormais, les animaux sacrifièrent leur vie pour le bien des hommes. Les hommes et les femmes vivent et survivent grâce à la mort de leurs frères aînés. C'est ce que raconte le mythe. Première difficulté, les prédateurs chassent pour le compte des êtres humains.
Quel équilibre est possible si l'on doit supprimer des vies? Mais surtout, l'être humain, contrairement aux autres créatures, ne suit pas spontanément les lois naturelles édictées par Kitche Manitou. Et très vite, il va s'aliéner les autres créatures en voulant, comme dans la tradition chrétienne, les dominer, les mettre à son service. En effet, l'homme prit l'habitude de se faire servir. Il abusa de son pouvoir et soumit à l'esclavage ses bienfaiteurs. Pire, il dressa les espèces les unes contre les autres, envoyant par exemple le plongeon ou le martin pêcheur pêcher pour lui, ordonnant à l'aigle ou au faucon de chasser les lapins, etc. Pendant longtemps, les animaux servirent sans se plaindre, mais un jour, fatigués de l'égoïsme des hommes, ils décidèrent de se réunir afin d'examiner les moyens de reconquérir leur liberté. L'ours fut désigné pour s'exprimer le premier et diriger l'assemblée. Nous sommes réunis pour décider de notre avenir. Nous avons été opprimés bien trop longtemps par l'homme. Il a profité de notre générosité et nous a payés d'ingratitude. Allons-nous continuer à le servir? Ce sera notre fin. Certains animaux, particulièrement persécutés par l'homme, souhaitaient sa mort. Le chien n'avait pu le servir qu'en lui donnant son amour, en étant son compagnon de tous les instants. Il prit donc sa défense. Le glouton se leva. Que les Anishinabeg ne vivent ni ne meurent, mais qu'ils souffrent. Oh, j'imagine que Anishinabeg, c'est les humains. Si vous avez souffert aux mains des hommes, vous êtes en partie à blâmer, car celui qui accepte la servitude mérite la servitude. Dans le camp des partisans de la mort de l'homme, personne, ni l'ours, ni le loup, ni le serpent à sonnette, ne voulait se faire l'exécuteur des hautes œuvres. Les débats en étaient là quand le loup traîna le chien devant l'assemblée. Celui-ci, en cachette, avait tenté d'aller prévenir les hommes de ce qui se tramait contre eux. Outragés, les animaux se mirent à frapper les chiens, mais l'ours les arrêta et décida qu'on punirait suffisamment les chiens en les condamnant à rester pour toujours les serviteurs de l'homme et à subir ses brimades. « Pour votre trahison, vous ne serez plus considérés comme nos frères, dit l'ours, s'adressant aux chiens. Au lieu de l'homme, c'est vous que nous attaquerons. Pire que cela, à partir de maintenant, vous ne mangerez que ce que l'homme voudra bien vous laisser, vous dormirez dans le froid et la pluie, et vous recevrez des coups de pied en retour de votre fidélité. » Si pour les Ojibwe, les animaux sont ainsi capables de réflexion et de jugement, c'est qu'ils sont, comme les humains, dotés d'une âme, Wijichog, du nombre, Wijibom, et d'un corps physique, Wiyo. Ils sont animés de désirs et de pulsions, et eux aussi rêvent. C'est-à-dire que les Ojibwe avaient absolument tout bon. Ils savent prévoir et s'organiser en fonction d'une histoire dont les signes sont lisibles dans le ciel, dans le mouvement changeant et cyclique des êtres et des choses. Non seulement la psychologie de l'animal est semblable à celle des êtres humains, mais la société animale est organisée comme la société humaine. Putain, c'est exactement ça. Les animaux ont leur... Et en fait, la colonisation des Amériques, ça a été buter des gars, exterminer des peuples qui connaissaient les animaux 50 fois mieux que les kékés d'Européens, quoi. Les animaux ont leur famille et leur maison comme les êtres humains. Ils se réunissent et agissent de concert, comme les Indiens sur leur lieu de pêche et de chasse. Un grillon qui trouve de la nourriture invite tous ses compagnons. Si vous le tuez, un messager s'en va prévenir tous les autres grillons du voisinage qui viennent et dévorent tout. Un ours, un cerf, etc. peuvent porter l'information très loin et très largement à ceux de leur race. C'est génial aussi de dire race plutôt qu'espèce en parlant des espèces animales. Plus que cela, comme s'il n'y avait qu'une seule espèce qui était les êtres sentients. Plus que cela, de même que les Ojibwe ont leur chef, Ojima, il y a des Ojima ou boss pour dire comme les Indiens salariés des camps d'exploitation forestière. Chez les animaux terrestres, les oiseaux et les poissons. Et même chez les arbres. Ouais, bon, les arbres, ils nous cassent les couilles. Les chefs sont toujours plus grands que les autres représentants de l'espèce, animale ou végétale. Et dans le cas des animaux, y compris les oiseaux et les poissons, ils sont invariablement blancs. Les chefs de chaque espèce règlent son nombre, sachant à l'avance si une épidémie ou autre catastrophe doit dévaster la contrée. Il ne s'agit pas d'irrationnel ou de magie, mais de savoir lire les signes précurseurs, savoir que les êtres humains ont perdu. Et de même que les âmes des humains ont leur dernière demeure vers la terre de l'Ouest, les âmes des animaux morts vont à Bitokomegog, le monde d'en dessous.
Les Ojibwe, ouais, alors non, mais je fais ma pub, hein, mais il y a un passage sur l'âme des animaux dans les Métamorphoses au tout début, au baptême. C'est tiré de la Bible. Un des seuls moments intelligents de la Bible. Enfin, oui, vraiment exact, disons. Scientifiquement parlant. Les Ojibwe et les Amérindiens en général vivent encore dans et de la nature, en interdépendance, et dans une relation d'échange avec les créatures dont ils dépendent pour leur vie et parfois leur survie. Il en résulte qu'une connaissance non distanciée mais intime avec la nature et ce qu'elle peut prodiguer est vitale. Mais il en ressort aussi une véritable éthique que d'aucuns qualifieraient d'écologique, écologie non, qui s'exprime dans des comportements et des interdits précisant la nature, l'étendue, la fréquence des relations que les êtres humains doivent entretenir avec les animaux, comme avec le reste du monde créé en général. Irving Hallowell, anthropologue canadien, parlant des Saulteaux, donc les Ojibwe de l'Ouest, écrit leur connaissance des habitudes des animaux inspirerait l'envie de tout naturaliste. L'Indien n'est pas fou. La ronde quotidienne de la vie, la connaissance de première main qu'il a des phénomènes célestes, météorologiques, physiologiques et biologiques, ne peut être écartée comme un facteur sans importance de sa situation générale. Pour les Ojibwe, la sagesse qui nous permet de vivre en ce monde, et non contre lui, consiste donc pour l'être humain à se réconcilier d'abord avec ce monde dont il s'est éloigné, pour s'inspirer, afin de modeler son comportement, de la conduite des autres créatures qui vivent naturellement selon les lois du grand esprit, rien d'autre au fond que les lois biologiques. Les relations que les Ojibwe entretiennent avec leurs frères ailés ou à quatre pattes participent d'une société traditionnelle. Cette philosophie conforte les idées de l'ethnologue Philippe Descola, superstar. En Sibérie comme en Amérique du Sud, bien des peuples paraissent rebelles à l'idée d'une séparation tranchée entre leur environnement physique et leur environnement social. Ces deux domaines, que nous distinguons d'ordinaire, n'étant pour eux que des facettes à peine contrastées d'un continuum d'interaction entre personnes, humaines et non humaines. On est d'accord, tout le monde? Philippe Descola a dit personne non humaine. Donc ce serait bien que les gens abolissent les abattoirs parce que c'est des putains de camps d'extermination. Il faut ajouter à l'environnement physique l'environnement que nous qualifions de surnaturel, ou plutôt faut-il considérer que le continuum évoqué par Descola dépasse le monde visible pour inclure un monde imaginaire mais non moins réel selon la conception amérindienne. L'existence, je tiens à préciser que c'est des textes que j'ai pas lus en entier, je découvre en même temps que je lis. L'existence de cette perméabilité des natures, l'existence de passerelles multiples, quoique risquées, entre les mondes est aussi le constat de Joseph Brown, je sais pas qui c'est, dans les cultures nomades de chasseurs en particulier, l'unité d'essence qui existe derrière les différences visibles entre les humains et les animaux est accentuée, parfois même les humains et les animaux peuvent être interchangeables. Intéressant. C'est sur ces idées que se fonde l'éducation donnée à l'enfant. Jean Mallory, ethnologue et géologue, a montré l'importance chez les Inuits d'une imprégnation sensorielle du monde dès la prime enfance. Les bébés Ojibwe passaient leurs premiers mois emmaillotés dans des berceaux composés d'une structure de bois, où étaient disposées des couches de mousse et des couvertures en fourrure. C'est là que l'enfant affûtait ses facultés de voir en observant les oiseaux, les feuilles qui bougent et les nuages qui s'enfuient, et sa faculté d'entendre en écoutant les chants des oiseaux, le bruissement des feuilles et les voix des hommes et des femmes. Des jouets et des talismans, des jouets et des talismans à l'effigie des animaux sont accrochés à l'accroc, placés sur le berceau au-dessus de la tête du bébé, créant d'autres liens avec le monde animal. Grâce à la narration des mythes, comme les aventures du démiurge Nanabush ou Nanabozo, exactement celui qu'il y a dans Yakari, exactement, à la fois humain, animal et esprit, l'enfant apprend de ses aînés des règles de savoir-vivre, mais très vite autonome, il reçoit aussi beaucoup par l'expérience, en observant la nature autour de lui, en sachant lire les signes. On ne peut être chasseur sans ses facultés de repérage par les sens, Louis l'a vu le toucher. Le jeune comprend que l'animal n'est pas seulement un gibier, qu'il faut le respecter et l'honorer car il n'est pas une victime expiatoire. Il s'offre littéralement à la flèche ou à la balle du chasseur. Il fait le sacrifice suprême pour nourrir les êtres humains. De nombreux rites de chasse et de consommation. On est d'accord que tout ça, ça a été inventé pour des peuples qui étaient genre 100 000 maximum. Okay, on est 8 milliards. Donc s'il y a un seul chasseur qui veut utiliser ce passage pour se la péter, il faut vraiment qu'il aille se faire foutre. Comme tous les chasseurs. De nombreux rites de chasse et de consommation attestent ce respect dû à nos frères ailés, aux êtres à deux et à quatre pattes,
Ne jetez pas les os d'ours et de castor aux chiens, ne leur jetez pas non plus les arêtes d'esturgeon, car l'ours et l'esturgeon sont le même animal. Oh, c'est génial ça. Car l'ours et l'esturgeon sont le même animal. Pas plus que la tête de rat musqué ou la cervelle d'un animal quel qu'il soit. Par ses habitudes, par sa morphologie même, l'ours est le plus proche des humains et sa dépouille, lorsqu'il a été tué, est traitée avec soin. Une prière est dite, des offrandes déposées près de la carcasse, et celle-ci ne doit pas être traînée à terre, mais portée. À l'arrivée dans le wigwam, les yeux, je ne sais pas ce que c'est le wigwam, ça doit être l'au-delà, les yeux doivent être extraits des orbites afin que son âme puisse s'échapper. Oh, et une fois la viande consommée, le crâne est accroché dans un arbre pour le mettre à l'abri des prédateurs. Ainsi l'âme de l'ours pourra-t-elle partir satisfaite au paradis des animaux. Un mythe raconte que ce sont des os d'ours projetés dans le ciel par des chamans qui ont donné naissance à la constellation qui porte le nom de cet animal. L'ours a enseigné aux êtres humains quels étaient les baies comestibles dont il est friand, ainsi que de nombreux remèdes et plantes médicinales. Il est aussi à l'origine de la grande société de médecine initiatique, le Middewiwin, dont le but était la guérison des maladies et la prolongation de la vie. L'ombre de l'animal qui n'est pas respecté fuira l'ombre du chasseur qui ne pourra nourrir sa famille, et la famine venant, il risque d'être transformé en ce géant cannibale au corps de glace que les Ojibwe appellent Windigo. Ouh, c'est le Windigo de Lone Ranger, l'espèce d'esprit perdu. Parmi les règles les plus importantes qui structurent l'éducation et l'éthique générale des Ojibwe, figure celle de ne pas faire souffrir inutilement les animaux, qu'ils soient de compagnie ou sauvages. Un chasseur qui maltraite un animal peut voir son enfant tomber malade ou même mourir. Putain, heureusement que c'est pas vrai, parce que sinon... Les chiens, condamnés à vivre avec les humains, on s'en souvient, eux aussi doivent être bien traités, car le risque est cette fois de perdre la vie éternelle. Au début du long chemin qui l'a conduit vers le pays des morts, Epangishimuk, l'âme d'un défunt, rencontre d'abord un chien de garde terrifiant aux babines sanglantes qui la dévore si la personne s'est montrée cruelle envers les chiens ou au cours de sa vie terrestre. Et bien vous savez quoi, je vais arrêter le texte là parce que Padmé est sorti.